Je remercie tout d'abord les organisateurs et la HDO pour me permettre d'être ici parmi vous afin d'évoquer la Constitution de 1870 et plus précisément le renoncement au Senatus Consulte par le biais de cette Constitution. Alors j'aimerais débuter par une citation d'un homme politique connu au sein du Second Empire, c'est Charlemagne de Maupas. Celui-ci affirme « Il n'est ni bon ni utile qu'à chaque instant on dise constamment et comme si c'était un fait national, on fera un Senatus Consulte. Pour que le Senatus Consulte ait son autorité, il doit être peu fréquent. Pour qu'il soit peu fréquent, il faut enlever au domaine constitutionnel ce qui est du domaine purement législatif. » Alors, Charlemagne de Maupas est un homme politique qui officie sous le Second Empire. Donc nous nous situons sous la période de Napoléon III de 1852 à 1870. Il est question ici des Senatus Consultes. Alors le Senatus Consulte tient son origine de l'Antiquité romaine et plus précisément de la République romaine. Cependant, le Senatus Consulte a été repris en 1800 par Napoléon Bonaparte. Alors il l'a repris, certes, mais en trahissant l'esprit du Senatus Consulte. Désormais, sous Napoléon Bonaparte puis Napoléon Ier, le Senatus Consulte est une décision de l'exécutif cachée sous les traits d'un acte sénatorial. Sous Napoléon III, au contraire, on assiste à une rationalisation du Senatus Consulte. Désormais, le Senatus Consulte devient une norme sénatoriale. Alors, sous Napoléon Ier, le Senatus Consulte est ce qu'on peut appeler un acte sui generis. Il y en a eu 116 en l'espace de 14 ans de règne. L'objectif principal était de combler les failles des constitutions qui étaient volontairement lacunaires. Ce Senatus Consulte est d'ailleurs absent de la première constitution de Napoléon Bonaparte, celle du consulat, donc du 22 Frimaire en 8. Le Senatus Consulte naît de la pratique. Finalement, il naît de la pratique, mais surtout hors cadre constitutionnel. Il sera constitutionnalisé par la suite, mais au début, c'est un acte véritablement non constitutionnel. La difficulté ici, c'est que le Senatus Consulte sous Napoléon Ier sert véritablement à protéger le régime, à protéger le pouvoir exécutif, et ce au détriment des droits et des libertés qui étaient acquis sous la période révolutionnaire. Cependant, cette arme, puisqu'il s'agit bien d'une arme sous Napoléon Ier, cette arme se retournera contre l'empereur, puisque c'est par Senatus Consulte que la destitution de Napoléon Ier sera décidée le 4 avril 1814. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Senatus Consulte, tellement utilisé sous le Premier Empire, est tout à fait absent des écrits de jeunesse de Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. Il a en effet conscience de l'impopularité des Senatus Consulte. Or, son objectif, c'est de réhabiliter le régime consulaire. Il va donc évoquer le consulat et les bienfaits du consulat en omettant de nommer le Senatus Consulte. Et cependant, il fait renaître le Senatus Consulte dès le début du Second Empire, même un petit peu avant, dans la Constitution du 14 janvier 1852. Alors cette fois-ci, le Senatus Consulte possède différents domaines et le nombre est différent. On a 46 Senatus Consulte sous Napoléon III, appartenant à des domaines variés, comme la liste civile, l'administration territoriale, la législation coloniale, mais également les Senatus Consulte constitutionnels. Ces Senatus constitutionnels sont au nombre de 13 sur 46. Ainsi, le Sénat devient réellement un pouvoir constituant et non plus seulement un gardien de la Constitution. Le Sénat possède ainsi un rôle central au sein du régime. Cependant, la Constitution du 21 mai 1870 vient changer les choses. Les institutions sont modifiées, leur rôle aussi. On voit la concrétisation, en tout cas le début d'une concrétisation du passage d'un empire autoritaire à un empire libéral. Le Senatus Consulte disparaît, faisant de là diminuer la force du Sénat. Alors que l'empire libéral est annoncé, on peut se demander en quoi le renoncement au Senatus Consulte constitue sous le Second Empire un renforcement du pouvoir impérial. Alors, j'aimerais aborder avec vous 2 points. Tout d'abord, la fin du pouvoir constituant du Sénat, puis le renoncement au Senatus Consulte, un renforcement du pouvoir impérial. Alors, tout d'abord, la fin du pouvoir constituant du Sénat. Là encore, j'aimerais aborder 2 éléments.
Tout d'abord, le Sénat, un constituant actif sous le Second Empire, puis le changement de nature du Sénat ou la disparition du gardien de la Constitution. Il faut avoir en tête que le Sénat n'est pas une seconde chambre législative sous la Constitution du 14 janvier 1852. Il n'intervient pas en matière législative seulement pour déclarer un texte constitutionnel en vertu de l'article 26 de la Constitution. Son rôle est celui de gardien de la Constitution et des libertés publiques. On peut le voir notamment dans le cadre de différents senatus consultes, tels que celui qui instaure la Haute Cour de justice en 1852 ou qui vient la réviser en 1858. C'est donc à partir des senatus consultes que le Sénat se veut gardien de la Constitution. Alors, le senatus consulte est construit de deux manières différentes. Soit sur initiative du Sénat, ce qui est très rare, 3 senatus consultes sur 46 seulement, sans oublier que c'est sur incitation du pouvoir exécutif, ou bien ils sont créés sur demande du pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'on va avoir des ministères qui vont proposer un texte, l'empereur va valider ce texte et va demander au Conseil d'État d'effectuer un projet de senatus consulte. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Une fois que le projet de senatus consulte est élaboré, le Sénat discute en commission, puis vote en session plénière les différents senatus consultes. On voit ainsi une relation qui est privilégiée avec l'empereur. On voit que le Sénat devient un constituant actif. Le changement de nature du Sénat démontre la disparition du gardien de la Constitution. C'est ce qui se passe sous la Constitution du 21 mai 1870. Les senatus consultes disparaissent brusquement. Le Sénat n'est plus le gardien de la Constitution et des libertés. Il devient une seconde chambre législative, inspirée de la monarchie anglaise, même si c'est toujours l'empereur qui nomme à vie les sénateurs. Pourquoi ? Parce que Napoléon III se voulait saint-simonien. Or, chez les Saint-Simoniens, c'est le mérite qui prime sur l'hérédité. Donc sans doute qu'il y avait encore cet aspect de Saint-Simonien chez Napoléon III à cette période-là. Le premier élément du projet de senatus consulte, évoqué par Olivier, c'est, Émile Ollivier, le garde des Sceaux, c'est la garantie d'une stabilité sociale. Ainsi, le Sénat devient une seconde chambre législative. Il a donc un droit d'initiative, il discute, il vote les lois, comme l'empereur et le corps législatif. Selon Émile Ollivier, encore dans le projet de senatus consulte, il affirme qu'il s'agit d'un progrès et que ce progrès résulte de la confrontation entre les deux chambres. Le rapporteur de Vienne, rapporteur de la commission sénatoriale, estime que la distinction du rôle du Sénat et du corps législatif ne devait être, je cite, qu'une nécessité passagère. Alors, nécessité passagère, oui, pendant 18 ans. Donc, l'aspect passager a tendance à durer quand même. Ce changement de nature est pourtant bien perçu par les sénateurs, qui estimaient intervenir trop rarement en fonction de leurs attributions. En effet, ils intervenaient soit pour élaborer des senatus consultes, soit pour traiter des pétitions. Cet effet du changement de nature du Sénat va avoir un impact sur l'empereur qui va devenir tout puissant. Néanmoins, la volonté ici de l'empereur va être de rendre une constitution immuable, ce qui va changer avec la constitution du 14 janvier 52, mais aussi les constitutions du Premier Empire. Alors, dans ce deuxième point, le renoncement au senatus consulte a un renforcement du pouvoir impérial. Là aussi, j'aimerais aborder 2 points avec vous. Tout d'abord, le senatus consulte du 21 mai 70, c'est la consécration d'une constitution immuable, puis le statut de l'empereur relégitimé par la force du plébiscite. Alors, tout d'abord, le senatus consulte du 21 mai 1870, la consécration d'une constitution immuable. Le projet de constitution est appelé, dès le projet de senatus consulte, projet de senatus consulte fixant la Constitution. Émile Ollivier estime en effet qu'il faut, je cite, fixer la Constitution pour se concentrer sur les réformes pratiques, sous-entendu les réformes libérales. Il continue en indiquant que substituer au pouvoir constituant et mobile un système constitutionnel stable
est primordial. Il y a donc l'idée de fixité, mais aussi de stabilité. On cherche à mettre fin aux révisions constitutionnelles qui ont eu cours durant 18 années. Ces 18 années ont en effet été marquées par des révisions constitutionnelles. Néanmoins, ces révisions sont incomparables avec celles du Premier Empire, du consulat du Premier Empire, puisqu'on avait, je vous l'avais dit, 116 Senatus Consultes. Le Senatus Consultes du 21 mai 70 acte donc la fin des Senatus Consultes. Il faut avoir en tête que la Constitution de 1852 était fondée sur 5 bases, notamment la responsabilité du chef de l'État et la dépendance des ministres à l'égard du chef de l'État. Ces 5 bases étaient conditionnées, si on voulait les modifier, étaient conditionnées à l'utilisation du plébiscite. Seul le peuple pouvait, par voie du plébiscite, modifier l'une de ces 5 bases. Désormais, cette constitution, celle de 1870, ne met plus en avant les 5 bases, donc les bases qui étaient soumises à plébiscite. À côté des plébiscites, tout ce qui était révision constitutionnelle autre que les 5 bases pouvait donc être le fait de Senatus Consultes, tel que le prévoyait l'article 27 de la Constitution. L'article 27 de la Constitution de 1852 disposait ainsi que le Sénat règle tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche. On voit ainsi que les révisions constitutionnelles sont donc organisées par Senatus Consultes sous la Constitution de 1852. Mais attention, ce n'est plus le cas en 1870. L'article 42 de la Constitution du 21 mai 1870 dispose dans son article 42, ou ne dispose pas, mais abroge de nombreux articles de la Constitution de 1852, notamment l'article 27. Le Senatus Consultes disparaît. Alors ce Senatus Consultes en 1870, le Senatus Consultes de 1870, est plutôt bien reçu par les hommes politiques. Pour Persigny, la nouvelle Constitution fonctionnera car elle n'est pas fondée sur des notions abstraites, mais sur l'expérience. Là encore, c'est assez intéressant de noter qu'on met en avant l'expérience. Cependant, Napoléon III, pour sa Constitution du 14 janvier 1852, utilisait le même argument. Nous n'allons pas nous fonder sur l'abstraction, mais sur l'expérience, comme pouvait le faire mon oncle sous le consulat. Donc on réutilise le même argument, ce qui est assez intéressant. D'Aguesseau, qui est également un sénateur, indiquera dans le rapport au Sénat que le Senatus Consultes, ce Senatus Consultes de 1870, constitue le couronnement de l'édifice impérial. On serait donc arrivé au bout des modifications, des révisions constitutionnelles. Alors cette disparition des 5 bases qu'on trouvait dans la Constitution de 1852 met fin à la scission plébiscite-Senatus Consultes. Le plébiscite est désormais consacré comme seul instrument permettant de réviser la Constitution. Et c'est cet élément, le plébiscite, que nous allons voir dans ce dernier point, le statut de l'empereur relégitimé par la force du plébiscite. Alors, c'est intéressant parce que le plébiscite, le Senatus Consultes du 21 mai 1870, est soumis à plébiscite. Cependant, lors des débats, il n'était pas évident qu'il faille passer par plébiscite. Tous les hommes politiques n'étaient pas d'accord, certains voulaient passer simplement par Senatus Consultes, voté par le Sénat. Tel n'a pas été le cas finalement. Le projet affirme que le pouvoir constituant est redonné au peuple. Émile Ollivier indique également que si on laissait le pouvoir constituant au Sénat, il ne serait plus un modérateur, mais un dominateur. Donc, en 1870, les hommes politiques commencent à prendre conscience que le Senatus Consultes est peut-être une arme à éviter. Le plébiscite s'oppose au système parlementaire. Il existe un lien unique entre le dépositaire et le propriétaire de la souveraineté. Le Sénat est exclu, la démocratie directe est privilégiée, la souveraineté populaire est affichée comme voulant être respectée. On redonne donc le pouvoir au peuple pour éviter des changements constitutionnels trop fréquents. C'est en tout cas ce que mettent en avant les rapporteurs et les membres du Conseil d'État. Le peuple aurait délégué son pouvoir constituant par le biais des Senatus Consultes. C'est ce que indique Émile Ollivier.
le peuple donne à l'empereur le soin de décider à quel rythme les libertés peuvent être données. Désormais, en effet, c'est l'empereur qui va décider de l'évolution du régime. Pourquoi on était passé par Senatus Consulte ? Eh bien, le rapporteur de Vienne indique parce que le peuple avait besoin de retrouver l'ordre après la Révolution de 1848 et l'instabilité de la Seconde République. Donc on a toujours cette notion d'ordre, ordre et liberté qui interviennent systématiquement quand on parle du Second Empire. Là, ce qu'on nous indique, c'est que l'ordre devait être rétabli avant de passer au libéralisme pur et dur. Laguerronnière, qui est également un sénateur, évoque l'exclusion du Sénat. Il indique que le Sénat remet au peuple le pouvoir constituant, lui laissant comme un glorieux testament de patriotisme la liberté. Donc vous voyez, on passe de l'ordre à la liberté. Ces deux éléments qui se font face tout au long du Second Empire. Alors, l'exclusion du Sénat et du corps législatif en matière constitutionnelle semble accorder plus de pouvoir au peuple. Il n'en est rien. Pourquoi ? Parce que certes, le peuple se prononcera par plébiscite, seulement sur convocation unique de l'empereur. C'est donc l'empereur qui détient le pouvoir de convoquer le peuple. Il va rythmer sans intermédiaire ni contrepoids les changements structurels du régime réformé. Aussi, l'idée d'un empire libéral doit être nuancée ici. Les libertés publiques ne sont plus protégées par le Sénat. L'empereur devient leur maître. Et c'est en cela qu'il faut faire très attention aux notions d'empire autoritaire, d'empire libéral. La Constitution de 1870, certes, libéralise le régime, néanmoins, ce n'est qu'un début. Il y a encore beaucoup d'éléments à apporter pour, évidemment, parler d'empire libéral. Alors, j'aimerais conclure en évoquant 2-3 points avec vous. Tout d'abord, j'aimerais revenir de manière assez ironique sur ce Senatus Consulte de 1870 qui prône le retour à une démocratie directe en ce qui concerne les révisions constitutionnelles, et ce, alors même qu'auparavant, l'année précédente, il avait été demandé que le Senatus Consulte du 6 septembre 1869 soit soumis à l'approbation du peuple. Cependant, les sénateurs n'avaient pas souhaité remédier au plébiscite, les conseillers d'État non plus. Et plus encore, ce Senatus Consulte du 21 mai 1870 est soumis au peuple. Certes, mais après de nombreux débats, il n'était pas acquis que l'on passe par plébiscite pour ratifier cette nouvelle constitution qu'on aurait appelée simplement Senatus Consulte du 21 mai 70. Ce qui est intéressant également, c'est à travers les Senatus Consulte et à travers cette renonciation du Senatus Consulte, c'est de voir la différence entre les deux régimes que sont le Premier Empire et le Second Empire. On voit grâce à la nature du Senatus Consulte que ce dernier est utilisé par le Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte puis Napoléon Ier, comme une arme offensive qui lui sert à bâtir son régime et à conserver le pouvoir. Sous Napoléon III, au contraire, cette fois-ci, le Senatus Consulte sert davantage à se protéger. C'est une arme défensive. On ne l'utilise pas pour n'importe quel sujet. On se méfie du Senatus Consulte et on sait que le peuple se méfie également du Senatus Consulte. D'autant plus que 116 Senatus Consulte ont été adoptés sous le Premier Empire. Ces 116 Senatus Consulte ont fait l'objet de très peu de discussions. Très peu de discussions, très peu même aucun rejet. Sous Napoléon III, on a un phénomène inverse. Alors, quasiment tous les Senatus Consulte sont votés à l'unanimité. Ça, c'est un fait. Néanmoins, quand on se penche sur les discussions au sein des commissions sénatoriales, on se rend compte qu'il y avait de véritables débats et de véritables échanges avec le Conseil d'État. Et, chose supplémentaire, c'est qu'on a même un Senatus Consulte qui a été rejeté par le Sénat. Donc on a quand même une vie qui diffuse au sein de cette institution. Et l'arme offensive chez Napoléon Ier et l'arme défensive chez Napoléon III, c'est ce qui finalement distingue fondamentalement les deux régimes. Alors j'aimerais terminer par un questionnement. Peut-être que vous aurez peut-être la réponse. Il est curieux de se pencher sur le site du Conseil constitutionnel et
et de consulter les différentes constitutions. Si on se penche dessus, on se rend compte que toutes les constitutions peuvent être consultées, sauf une, la Constitution du 21 mai 1870. Toutes les constitutions, même les différents senatus consultes de Napoléon Ier, sont consultables. Celui-là est absent. La question, c'est est-ce que c'est fortuit ou est-ce que c'est volontaire? C'est la question que je mets en suspens. Je vous remercie.